Donc, là, on va commencer en fait, dans cette capsule-là, on va voir les for loops puis les fonctions, comment on peut imbriquer ces deux types euh, de composantes-là des langages de programmation pour optimiser nos scripts. Donc, le for loop, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une des fonctions les plus utilisées en data science. Le for loop va nous permettre de parcourir un objet séquentiel. Donc, c'est bien important ici. Objet séquentiel, ça peut être un string, ça peut être une liste, un dictionnaire, un data frame, ça peut être une matrice, un array, donc ça peut être énormément de choses. Puis plusieurs dimensions, puis être imbriqué. Donc je peux faire des for loops à l'intérieur de for loop. Donc à travers les data frames, les dictionnaires. Puis il y a des objets en fait qui vont posséder eux-mêmes des sous-objets, donc ce qu'on appelle des objets iterable. Donc des objets qui sont spécifiques au for loop qui vont nous permettre que ce soit plus facile. Ça, c'est assez typique à Python. R n'a pas vraiment ça. On voit que les for loops dans R sont un peu différents. Ben, en fait, le for loop, mais R aussi crée une autre chose qu'on appelle les apply, donc l'apply, s'apply, qui est essentiellement comme un for loop. Ça, c'est juste la syntaxe, puis ça se code pas pareil. Puis dans certains cas, ces apply-là peuvent être beaucoup plus performants qu'un for loop, mais pas nécessairement. Donc on va voir un peu les for loops dans R et Python. Donc un for loop, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pour chaque item de notre séquence. D'abord, première chose qu'on va interroger, c'est est-ce que c'est le dernier? Oui, donc on sort de la loop. Sinon, ben, on va faire le body of for. Donc, qu'est-ce qui est à l'intérieur de notre for loop? Est-ce qu'on fait juste des prints? Est-ce qu'on fait des calculs? Est-ce qu'on appelle des valeurs dans une liste de résultats? Donc, on va tout faire ce qui est à l'intérieur de notre for. Puis, une fois qu'on arrive à la fin du body of for, donc à la fin de notre for loop, on revient, puis on dit est-ce que c'est le dernier item? Non, on continue. Puis jusqu'à temps qu'on arrive à oui, puis qu'on sorte de notre for loop. Donc, le for loop va vraiment parcourir notre objet séquentiel au complet. On va voir que si on veut avoir des conditions pour sortir de notre for loop, ça va être un for loop différent. Donc, dans Python, on le sait, le principe d'indentation est très important. Puis ça va être essentiel dans notre for loop pour la syntaxe. Donc, on a une liste de valeurs. Puis, ce que je vais faire dans Python, c'est que je vais créer une liste de résultats qui va être vide. Puis, je vais aller stocker un résultat. Je ne suis pas obligé de stocker, mais par exemple, si je veux stocker quelque chose dans une liste, ben, je vais créer une liste qui est d'abord vide. Puis, je vais commencer mon for loop. Donc, on va commencer à la tabulation 0. Donc, for i in list. Donc, for i, ça va être mon objet iterable dans la liste. Print, puis là, on voit que j'ai une première tabulation ici. Donc là, tout ce qui va avoir une tabulation ici, ça c'est mon body of for. Donc c'est tout ce qui va être exécuté dans mon for loop. Puis quand j'arrive à la fin de mon table, ben je recommence. Donc ce qui est dans mon body ici, c'est je vais print mon i, mon objet iterable, qui est dans ma liste, donc ma valeur 1. Si i est plus petit que 10, je vais la stocker. Donc on voit que j'ai une deuxième tabulation vu que je suis dans un if. Si c'est plus petit que 10, je vais la stocker. Donc, je vais append i dans mon liste de résultats. Puis, je vais recommencer. Donc, ce que ça va faire, mon for loop va me print toutes les valeurs de ma liste. Puis, si c'est plus petit que 10, il va le mettre dans ma liste de résultats. Puis là, on voit qu'ici, print list résultats. Vu qu'il y a retour à une tabulation de base, donc je retourne à 0, ben ça, c'est pas inclus dans mon for loop. Pour R, bon, il y a une petite erreur ici. Le principe d'indentation est très important. Il n'y a pas de principe d'indentation dans R. Donc, si par exemple j'ai une liste de C, parenthèse valeur 1, 2, 3, je vais avoir une liste de résultats. Puis c'est for, on ouvre la parenthèse, i in list. Je vais ouvrir les moustaches. Puis je vais print. Là, on n'a pas d'indentation. Ce qui remplace l'indentation dans R, c'est vraiment les moustaches. Puis je vais, quand je vais arriver à if i is plus petit que 10, je vais créer ma liste résultat.
puis je vais y append mon i. Donc append liste résultats, je vais y coller mon i, puis il va stocker tous mes résultats, puis je vais pouvoir l'afficher. Donc on voit que c'est vraiment plus les moustaches, il n'y a pas d'indétention, c'est les grosses différences là, au niveau de la syntaxe entre les deux, mais le principe est le même. Donc le traitement d'un objet est facile à faire avec un for loop parce qu'on va le calculer, on va le parcourir au complet, puis on va pouvoir y appliquer soit des traitements, des calculs, on peut stocker la valeur, puis on peut également traîner, si par exemple si on fait un dictionnaire ou un data frame, on peut traîner l'index. Donc on peut traîner l'index de l'arranger, faire des calculs avec les différentes colonnes, puis après ça créer une nouvelle dans un nouvel objet de résultat, on va stocker la valeur avec l'index, puis on va recommencer. Par contre, ça peut être des méthodes qui sont très coûteuses en temps de calcul, parce que ça crée des objets volumineux, de toujours garder les index en mémoire. Mais pour des data frames là, de quelques centaines de rangées, là, ça se fait assez bien. Donc le while loop, donc ça le dit, le while loop est un for loop conditionnel. Donc chaque loop est conditionné vers une variable selon un seuil. Puis l'état de cette variable est mis à jour à chaque loop. Donc la fin de la loop se produit lorsque la variable dépasse le seuil. Plus intéressant, dans une application ou un modèle conditionné par l'état d'une variable. Donc habituellement en for loop, on va plus utiliser en data science parce qu'on veut parcourir l'objet au complet. C'est plus dans des applications ou si, mettons, on fait des calculs dans un modèle déterministe, puis on veut qu'on arrête le calcul quand on va dépasser un seuil, ou si on est en optimisation, puis on dit, OK, bon, on arrête d'optimiser quand on passe sans itération, ben, le while loop va nous aider à ce moment-là. On va aller voir un peu qu'est-ce que ça dit. Donc, les for loop, donc range à 10, je vais créer mon L, donc ça va être un truc de 1 à 10. Puis range de 0 à 10, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Puis je vais faire un for i in range 10, print i, puis print allo plus string i. Donc on voit que le i ici, c'est 0, allo numéro 0, puis que là, quand on finit la boucle, on recommence, puis là, le i devient 1. Jusqu'à 9, parce que de 0 à 10, mais c'est de 0 à 9. Parce qu'on veut un range de 10 éléments, puis vu qu'on est dans Python, ça part à 0. Donc on va jusqu'à 9. Là ici, j'ai créé une liste avec des noms. Puis je vais parcourir ma liste. Donc on va voir le i va prendre quelque chose de différent. Donc ici, for i in L, print le nombre de lettres dans i. I va être ici, 2 points. Puis je veux la longueur de mon i, puis que je convertis en string pour le coller. Donc ici, on voit que nombre de lettres dans Francis, 7. Nombre de lettres dans Félix, 5. Nombre de lettres dans B, 3. Donc on voit que i a pris le nom des variables, le nom des éléments dans la liste. Donc si je fais un for loop dans un dictionnaire, qu'est-ce que le i représente? Donc il représente les 3 éléments de mon dictionnaire, profil 1, profil 2, profil 3. Souvent, on sait qu'un dictionnaire, c'est un couple entre la clé puis la valeur. Puis les dictionnaires ont des objets iterable. Donc ici, on a... c'est un peu différent. Donc je vais écrire for key, donc la clé, et l'item. Donc on voit, je vais avoir 2 éléments dans ma boucle. Indict li.item. Donc le point item, c'est l'objet iterable de notre dictionnaire. Je vais afficher la clé, l'item. Puis ensuite, je vais faire une deuxième boucle à l'intérieur, parce que je sais que dans item, j'ai beaucoup de valeurs. Je
J'en ai pas une seule. Donc, pour mon item, je vais également afficher Yves, je vais les print. Donc, on voit ce que ça donne. Donc, on voit j'affiche la clé, profil 1, print item, qui est ma liste de valeurs. Puis après ça, dans mon deuxième for loop, j'ai I, qui est les valeurs de chacune de mes listes. Puis je recommence pour profil 2 et profil 3. Donc ici, j'ai un for loop un peu plus compliqué. Je vais parcourir un data frame que je vous ai montré un peu plus dans la dernière séance. Donc mon data frame en fait avec un indice géométrie correspond à un point. Puis donc je vais parcourir mon data frame. Je vais afficher l'index, le nombre de samples, qui est le nombre en fait de données qu'il a pris pour le GPS. Puis je vais y faire un test conditionnel. Je veux savoir s'il y en a plus que 60, je vais afficher yes or Miller. Puis s'il y en a moins, je vais afficher merde. Puis je vais stocker la géométrie en fait. Donc ici, je vais chercher la géométrie, la coordonnée X, la géométrie pour la coordonnée Y. Donc si vous voulez aller chercher la coordonnée X et Y de votre géométrie, donc quand vous lisez un shapefile, puis par exemple c'est écrit lat long, mais vous l'avez transformé en UTM, bien, vous pouvez aller chercher la coordonnée avec cette ligne de code là. Donc il part, donc l'index 0, le nombre de samples en est 85, c'est plus grand que 60, yes or Miller. Après ça on recommence, index numéro 1, nombre de samples 75, yes or Miller, puis on regarde, tu vois ici il y en a moins que 60, puis il m'affiche merde. Donc ma boucle, ma condition dans ma boucle fonctionne. Puis je suis allé chercher en fait pour chaque rangée, donc row, le point ID. Puis je l'ai stocké sous la variable name. Puis ensuite j'ai créé un dictionnaire vide qui s'appelle coordonnées. Puis je vais update dans le fond le nombre du point. Puis une coordonnée en XY. Donc si on va à la fin, c'est dans l'autre cellule. Si on va à la fin de la boucle, je vais juste afficher. Bon, là on voit que j'ai mon dictionnaire cible 1 avec ma coordonnée en X, ma coordonnée en Y de tout le nom de mes points. Donc, ce que mon for loop a permis de faire, c'est ça m'a permis de parcourir mon data frame, puis d'aller sélectionner la coordonnée X et Y en UTM et non en lat long, puis de le stocker en fait avec le nom de mon point. Donc ensuite, un dernier truc que je voulais vous parler, c'est les fonctions. Donc c'est vraiment primordial là, en programmation. Les fonctions vont vous faire sauver énormément de temps. Puis la logique est semblable, que ce soit dans Python ou dans R. Donc la différence, ça va avoir l'indentation dans Python et R, ça va être des crochets. Donc si on regarde un peu dans Python, on va avoir le def dans le fond qui dit qu'on commence à définir une fonction, le nom de ma fonction. Mes paramètres, ce que je vais faire dans ma fonction, puis si j'ai besoin d'un return. Donc dans Python, il faut respecter l'indentation. Puis il y a plusieurs façons d'écrire des paramètres. On peut avoir des paramètres par défaut, on peut avoir des paramètres optionnels, ou ce qu'on appelle les quarks. Donc ça va former un dictionnaire de paramètres. Donc je ne rentrerai pas dans les détails. Mais donc si on voit ma fonction avec un paramètre 1 et 2, donc si mon paramètre 1 est plus petit que mon paramètre 2, je vais print hello world. Sinon, non, ça marche pas. Puis je vais faire la sommation des deux. Puis je vais faire return sum. Dans le fond, ça va être mon objet de retour de la fonction. Donc, tout le traitement que je vais faire dans ma fonction, je vais essentiellement print des choses. Puis je peux stocker, comme là, je stocke une sommation
Puis c'est ce que le output dans le fond de ma fonction. Ce qui est important, c'est de respecter la tabulation, comme dans un for loop dans Python. Dans R, ça va être essentiellement la même chose. Il n'y a pas d'indentation. Donc on peut avoir des tabs, mais c'est optionnel. C'est vraiment plus euh, pour la clarté du code. Donc, ce qu'il faut respecter, en fait, c'est ma fonction va être égale. Fonction, c'est vraiment le nom de la fonction pour créer une fonction. Donc, c'est pas le nom. Le nom, ça va être ça ici. Mes paramètres. Puis, ma fonction va être entre mes crochets. Donc, si je fais mon test conditionnel, donc if le paramètre 1 est plus petit que le paramètre 2, ouvre les crochets, tu vas print hello world, else, ouvre les crochets encore, ah non ça marche pas, ferme les crochets, donc là mon test conditionnel est fini, je fais ma sommation et je retourne mon objet de retour qui est mon résultat. Donc, ce que je veux faire ici, je vais créer une fonction qui fait essentiellement le même code qu'ici, mais qui va me retourner coordonnées, mais que je vais pouvoir modifier quelques paramètres, dont l'intrant puis le nombre de samples. Donc ici, je fais def myFunction. Mon premier paramètre, c'est le file name. Donc le file, dans ce cas-ci, ça va être un shapefile. Puis le nombre de samples. Donc si au début, j'avais un seuil de 60, donc là, je vais mettre un paramètre que je vais pouvoir changer moi-même. Donc, on commence. Étant donné que le file name, je vais le donner en string, ben, ça me prend une fonction qui va pouvoir lire mon shapefile. Donc, qui va utiliser la fonction de GeoPanda, readFile. Puis, il va reconnaître que c'est un shapefile. Puis, il va créer un GeoDataFrame. Ensuite, ce GeoDataFrame-là, donc GDF, il va le changer en 26.9.1.9, donc en ITM zone 19. Puis, ce qui est important ici, là, c'est de bien respecter, c'est que le nom de mes paramètres que je nomme dans ma définition de fonction doit se retrouver dans ma fonction. On va voir que ici, j'ai réécrit filename, mais ça pourrait être ça pourrait juste être file. T'sais. Quand je vais appeler ma fonction, mes paramètres, ça peut être n'importe quoi. Mais quand je vais définir ma fonction, il faut que le nom qui soit écrit ici se retrouve dans ma fonction pour savoir où est-ce qu'il rentre les paramètres. Donc, number of samples, ben, j'avais 60 dans mon précédent code, mais là, vu que je vais donner des différentes variables ici, ben, number sample se retrouve là, puis il se retrouve identique, donc il faut que ça soit écrit de la même façon. Donc, si par exemple, je vais donner 60, ben, il va mettre 60 ici. File name, quand je vais y rentrer file name va donner un string, parce que c'est ici, il y a besoin d'un string, en fait. Donc, je fais essentiellement le même traitement, mais ce que je change, c'est le nom du file, qui est filename, puis le nombre de samples. Donc là, j'avais 60, mais je pourrais mettre 80. Ah, elle n'est pas définie, donc il faut que je la compile avant. My path is not defined parce que j'ai écrit file puis path, donc il ne sait pas path c'est quoi. Ça devrait y aller. Donc là, on voit ici, j'ai changé pour 80, puis quand j'arrive à number of samples 60, il m'écrit melt. Donc on voit que ma valeur ici fonctionne dans mon nombre de samples, dans mon test conditionnel. Puis il me crée en fait mon dictionnaire avec mes nombres des points puis mes coordonnées. Mais ce que la fonction va permettre de faire, c'est que je peux essentiellement copier ça, coller ça dans une autre cellule. Par exemple,
je vais traiter, j'ai un autre fichier qui est écrit de la même façon, mais c'est le fichier du 30 à la place. Ben, je vais pouvoir traiter le fichier du 30, envoyer, puis il va me ressortir. Là, il n'y a pas de fichier écrit 30, donc il ne trouve rien. Mais il va pouvoir répéter exactement la même chose, mais juste pour un autre fichier. Puis ensuite, là, c'est exact. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai 60 fichiers à faire mon traitement, puis ils sont tous encapsulés dans un dossier. Ben, je pourrais lire, je pourrais créer en fait une liste où dire, OK, ben, regarde dans tel fichier, c'est quoi le nom de tous mes fichiers, fais ça mets-les tous dans une liste. Alors après ça, je parcours la liste, puis pour chaque nom de fichier, j'applique ma fonction. Donc, il va toutes les faire au complet. Donc, on voit que je vais travailler sur du texte, du traitement, du code, sans fonction. Puis une fois que c'est optimisé, ben, je vais aller changer une coupe de paramètres que je vais mettre dans ma fonction. Je vais les définir, puis ça, je vais pouvoir les utiliser, puis je vais pouvoir les répéter X nombre de fois. Donc, ça fait le tour pour les for loops et les fonctions. Donc, je vais vous envoyer... je vais refaire un prochain vidéo, en fait, qui va parler d'un exercice pour le TP1 qui va utiliser les for loops, les fonctions, puis les librairies pour lire des données spatiales, donc les shapefiles, puis les rasters qui vont vous être bénéfiques pour votre TP1. Donc, vous n'avez pas encore les données pour votre TP1, mais vous allez pouvoir les utiliser. Vous allez pouvoir pratiquer en fait votre code avec des données qui n'ont pas rapport, puis comme ça, vous allez pouvoir appliquer ça à votre TP1 lorsque vous allez avoir les données. Donc, c'est bon.